L'art et la créativité, c'est tout simplement la vie. Cher public, je suis très contente de recevoir cette fois-ci mon invitée Felicia Mihaly. Et donc, bienvenue à une autre émission de l'art et la créativité. Et puis, merci d'être là. Merci de m'avoir invitée, Lou. Ça m'a fait très plaisir d'être dans ta compagnie surtout. Depuis longtemps que je voulais que tout soit là. Et finalement, on a pu réussir. Yes. Donc, on part tout de suite à ton objet fétiche. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche? J'ai apporté en fait trois objets que j'ai achetés en Chine. En 2003-2004, j'ai été en Chine pour un an. Et j'allais souvent au marché aux puces. Je faisais souvent la brocante et j'ai acheté des choses qui peuvent se transporter facilement tout d'abord. Et je suis tombée en amour avec les bouteilles de parfum, les petites bouteilles où on garde l'opium pour fumer. Donc j'ai acheté aussi la pipe, mais je n'ai jamais fumé. Mais les anciennes bouteilles de l'opium qui sont vraiment des bijoux. Et ça, je suis tombée en amour avec une petite bouteille qui est sculptée en os. Et à l'intérieur, il y a comme une petite bouteille, une petite cuillère. Comme on prend vraiment la mesure de l'opium pour une bombe pour la pipe. Et aussi deux statuettes, petites statuettes sculptées dans le tibia d'une vache. Une reine, deux figures royales, une reine et un roi, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le travail des artisans chinois. Je trouve que c'est très délicat. Oui, très délicat, miniature, une grande représentation sur une petite surface. Beaucoup de détails. Oui, beaucoup de détails aussi. Oui. Donc, ça m'inspire beaucoup. Je les garde toujours sur une étagère pas loin de mon bureau. Je les regarde parfois comme... Et, ça t'apporte des souvenirs. Oh, ça des souvenirs, oui, parce que c'était vraiment une belle expérience en Chine. J'ai adoré ça. J'ai même écrit un livre et je suis très en amour avec des objets d'art comme ça, petits, des petits bijoux. Une amatrice de l'art et tout ça. Oui. Justement, je vais te présenter dans le sens que tu es une écrivaine avant tout, donc roumaine, mais que tu arrivé. Raconte-moi ton histoire. Comment c'est née cette passion pour l'écriture? Comment c'est arrivé à ta vie? Oui. Parce qu'à ce que j'ai compris, dans ta famille, il n'y avait pas d'écrivains. Oui. Même pas des livres. Même pas des livres. Je suis née à la campagne. Je suis née à la campagne, donc il n'y avait pas de livres dans ma famille. Mes parents étaient des fermiers, mais quand même, on avait une bonne école dans le village avec de bons enseignants et ce sont eux qui ont remarqué quand même assez vite que j'étais bonne. Ton talent. Mon talent, oui, c'est vrai. Et j'ai commencé à écrire très tôt, mais j'ai publié assez tard. J'avais 32 ans quand j'ai publié mon premier roman, Le pays du fromage. Donc, c'est arrivé naturellement, je dirais. Donc, c'est à partir de lecture, je lisais beaucoup, tout ce que je trouvais, même les choses que je ne comprenais pas. Mais j'ai toujours écrit, mais j'ai publié très tard, lorsque j'étais sûre que je suis prête pour lancer un livre. Oui. Et mon premier roman, c'était publié en 1999, avant mon arrivée, en fait, au Québec. Et en espace de 3 mois, j'ai publié, en fait, 3 romans, 3 livres. Incroyable. Que j'ai apportés dans mon... En fait, c'était des livres que j'avais écrits pendant 10 ans, les 10 dernières années. Mais quand j'ai publié Le pays du fromage, ça a eu beaucoup de succès. Alors, la maison d'édition m'avait demandé tout ce que j'avais dans les tiroirs. Et j'ai sorti les 2 manuscrits. Et ça, c'était publié à l'intervalle de 5 mois. Wow. Un livre. Et ça a eu beaucoup de succès, sauf qu'au mois de mars, en 2000, je suis déjà partie au Québec. Donc, je n'ai même pas pu bénéficier du succès que j'ai eu dans mon pays. Tout commençait déjà à voir. Oui, j'étais déjà avec un pied dans les bagages. J'avais rempli les formalités pour venir ici. Et en 2000, donc, je me suis installée au Québec. Et j'ai commencé à Montréal, oui. J'ai commencé à traduire mes livres du français. J'étais déjà dans une maîtrise à l'Université de Montréal. Et j'ai traduit mes livres. Tout de suite, tu es arrivée dans l'université? Oui, parce que j'avais déjà un baccalauréat en études françaises, donc la raison... déjà en Roumanie? Oui, OK. Donc ici, mais chez nous, le baccalauréat, c'est 5 ans. C'est comme premier, deuxième cycle déjà. Donc le français, quand même, j'étais assez familière avec. Et donc, je me suis inscrite tout de suite. Je suis arrivée au mois de mars. Au mois d'août, j'étais déjà aux études.
Oh mon Dieu, ça fait tout rapidement. Oui, mais en fait, oui, c'est important de savoir la langue du pays parce que ça facilite un peu l'intégration et ça accélère un petit peu le processus d'intégration. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Québec parce que quand même, j'avais le français. Tu voulais pratiquer le français? Oui. Et je voulais publier. En fait, la raison pour laquelle je suis venue, je voulais vraiment publier ici. En fait, je me suis donné comme 5 ans. Je me suis dit, si en 5 ans, je ne publie pas, je vais retourner dans mon pays. Et tu as publié tout de suite? Ça est arrivé assez vite en 2002. XYZ avait sélectionné Le Pays du fromage, que j'avais traduit et corrigé avec une amie française, collègue de l'université. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un comme André Vanasse. Belle histoire. Raconte-nous cette histoire, justement. Oui, André Vanasse, donc, qui était le directeur artistique de XYZ. Le directeur littéraire, pardon, et c'est lui il avait beaucoup aimé Le Pays du fromage et a pris le risque parce que c'est pas toujours facile de publier un auteur immigrant, il n'y a pas de... c'est assez... mais lui... Il a eu confiance en toi, et il a eu son feeling, c'est bon, et puis... Et surtout, il a beaucoup aimé le livre, donc... quand tu aimes quelque chose, ça t'aide un peu à lutter pour le produit. Et donc, en 2002, et depuis, comme presque chaque année, il m'a pris un livre. Tout ce que j'ai lui donné, il l'a publié. Donc, jusqu'en 2011, j'ai publié encore 5 livres. En fait, les 2 premiers, c'était des traductions. Ensuite, les 5 dernières, c'était l'écriture originale, donc écrit directement en français. Ici, en français. Et puis, donc, parle-moi aussi dans le sens, comment tu as senti cet accueil ici? Parce que ça peut être difficile, surtout si ce n'est pas ta langue maternelle. Oui, comment tu as trouvé ça? Mais je dirais que aussi, mon accueil vraiment, j'étais très bien accueillie par la société littéraire en général, par les journaux. Presque tous mes livres ont un très bon accueil, de bons critiques. J'ai participé à des festivals, j'ai donné des entrevues. Donc, c'était... Tu as gagné des prix aussi? Des prix, non, j'ai été nominalisée pour... surtout pour les livres en anglais, mais c'était un bon accueil. Mais je dirais en fait que c'était une bonne décennie pour la littérature, pour la culture, pour le monde en général. Donc, on avait commencé le millénaire avec beaucoup d'espoir. C'était la période des vaches grasses, je dirais. Ça, oui, il y avait beaucoup d'argent pour la culture. Les éditeurs aussi étaient beaucoup plus appuyés par... Moins commercial. Donc ils pouvaient comprendre le risque avec des auteurs underground un peu, ce qui... Maintenant, on est une période un peu plus difficile, mais ce n'est pas juste le Québec, c'est partout au monde. On vit une période assez difficile, et pas seulement économique, mais au niveau mental aussi. Donc c'est plus difficile qu'avant. Donc, j'ai bénéficié d'une décennie de grande effervescence culturelle au Québec et dans le monde, partout aussi. Ensuite, c'était les attentats, la crise, le changement de gouvernement. Donc, il y a un contexte un peu moins favorable à la culture, à l'expérience, à l'underground. Mais peut-être ça va changer. J'espère beaucoup que ça va changer. Et j'ai bénéficié, donc au début, c'était vraiment une grande ouverture vers l'autre, vers la littérature migrante, les expériences d'ailleurs, ce qui... Je pense que c'est moins maintenant qu'il y a 10 ans. Mais tu as bien profité dans le bon sens, là, parce que quand l'occasion se présente, il faut quand même y aller. Et tu n'as pas hésité, et tu es là toujours. Et maintenant que tu écris aussi en anglais, pas seulement que tu as soulevé un défi, les français, mais là, tu t'es lancé un autre défi en anglais en plus, parce que tu étudies aussi en langue anglaise aussi. Anglais, oui. L'anglais. Donc, et comment c'est aussi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'était comme une question, c'était assez bizarre, parce que j'ai fini la maîtrise en littérature et en 2003, je suis allée en Chine. J'ai travaillé comme professeur de... Oui. Et quand je suis revenue, j'étais comme un peu mitigée, parce qu'en Chine, tu es connu comme Canadien, mais les gens... Moi, je ne parlais pas anglais en Chine, j'étais plus du côté français.
Et les gens étaient assez étonnés de parler avec un Canadien qui ne parle pas anglais. Pour eux, le Canada, c'est synonyme de l'anglais. Donc, j'étais un peu mitigée. Je me demandais, mais quel genre d'identité j'ai si je ne suis pas capable de parler l'autre langue qui couvre tout le Canada. Donc, quand je suis revenue, je me suis inscrite dans un programme d'études anglaises à l'Université de Montréal. J'ai fait en fait un baccalauréat en études anglaises. Et c'est comme ça que j'ai commencé, pas seulement à apprendre à parler ou lire beaucoup, mais aussi à écrire. Donc, le premier livre que j'ai écrit, The Darling of Kandahar, en fait, c'était comme plus un projet de séminaire. Je l'ai fait comme projet d'écriture d'étudiante. Je ne savais même pas que ça va être un livre, mais à la fin, ça a donné un roman que j'ai pas trop essayé de publier. J'ai essayé, mais ça n'a rien donné parce que, en fait, j'avais en tête mon éditeur parce que ICLZ avait une succursale anglaise à Vancouver. Mais quand mon livre était prêt, en fait, André m'a dit, mais on n'est plus la succursale anglaise, on est juste en français. Donc, alors moi, j'ai gardé mon manuscrit jusqu'en 2012 quand j'ai rencontré Linda par hasard. Et puis, je l'ai montré. Aussi avec Linda. Oui, donc j'avais gardé 5 ans le manuscrit. Et quand je l'ai montré à Linda, elle a beaucoup aimé. Elle l'a publié tout de suite pour Linda Lead Publishing. Imagine. Et en fait, toi, du talent, parce que 2 fois, là, ça continue, c'est pas possible. Oui, c'est aussi le talent, le hasard. Il y a comme aussi rencontrer les bonnes personnes, parce que Linda, c'est aussi, tout comme André, Linda est quelqu'un de très ouverte vers les expériences. Elle n'hésite jamais à faire des choses que personne d'autre n'oserait faire. Et j'aime comme les ponts qu'elle crée entre les deux communautés, tout comme le Metropolis Blue qu'elle a créé. Donc, elle a vraiment fait le rapprochement entre l'anglais, le français, la communauté anglophone, francophone. Et c'est ce qu'elle essaie de faire avec Linda Lead Publishing, qui a commencé comme une maison en anglais, mais depuis cet automne, elle a ouvert aussi une succursale française. Pour les Français, Linda dont Lead tu as bénéficié aussi. Donc, le livre qui était en anglais, The Darling of Kandahar, publié en 2012, je l'ai publié en français, je l'ai traduit moi-même. Et cet automne, on a eu le lancement en français. Donc, c'est comme une expérience très riche. La bien-aimée de Kandahar. Donc, j'ai gardé presque le même titre. Et donc, c'était un contexte assez favorable. Je dirais que j'ai connu aussi les gens qui sont à ma mesure, tout aussi, qui aiment le risque, passionnés, qui aiment les expériences, qui ne disent jamais non avant de vraiment aller jusqu'au bout. C'est ça que j'étais fascinée quand j'écoutais que j'ai lu que tu avais dit. J'ai fini tous mes livres parce qu'il y a des gens qui ah non, ça ne me tente pas, c'est pas une belle écriture, je laisse tomber. Non. Mais toi, explique-moi ça, raconte-nous ça. Oui, les livres, je laisse jamais un livre. D'abord, je suis une lectrice vorace, je lis beaucoup. Un de mes profs à l'université en Roumanie disait un écrivain qui ne lit pas au moins 50 pages par jour, c'est du suicide. Moi, j'ai suivi son conseil, je lis peut-être même plus de 50 pages par jour. Parce que j'ai une grande vitesse de lecture. Mais je crois beaucoup dans les livres qui sont faits à partir des autres livres. Je pense qu'un bon livre, c'est comme un bon repas. Tu le fais avec de bons ingrédients, donc il faut être riche. Ça doit être riche. Donc, je lis beaucoup et je donne toujours... J'ai jamais abandonné un livre que j'aime pas. Même les choses que je vois que c'est mauvais, que c'est pas assez bon, je le laisse... Tu lui donnes la chance. Oui, je lui donne une chance parce que je pense que dans chaque livre, il y a quelque chose, une phrase, un personnage, une idée ça qui m'a sauve touché le quand contenu. j'ai lu ça. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Parce que parfois, la surprise, ça arrive jusqu'au bout, au bout, justement. Donc, je n'ai pas cette attitude méprisante. C'était pas un bon livre, il ne faut pas le finir, on perd le temps. Non, avec un livre qui est le produit de la créativité humaine, il faut aller jusqu'au bout. Il faut donner une chance au livre jusqu'au bout. Et tu es une passionnée pas seulement de l'écriture, mais aussi des arts en général. Tu aimes la peinture et le théâtre.
Tu es cinéphile aussi. Oui, oui. Mais tu étais comme au théâtre, tu faisais les... Oui, oui. Mais j'ai commencé comme journaliste en Roumanie. J'étais journaliste, j'étais chroniqueuse de théâtre. J'ai travaillé pendant 7 ans comme journaliste. Donc, je touchais vraiment à tous les arts. J'étais au théâtre, mais tu sais, le théâtre, vraiment, c'est l'art complet. Tu as de l'art visuel, tu as de la musique, tu as de la littérature. Tout est le même art. Tout est là. Donc, j'ai cette formation, j'étais ouverte vers tous les arts et je pratiquais ça. Chaque jour, j'étais en contact avec des artistes. Tu baignais dans les arts. Oui, c'est vrai. Et j'ai gardé ça. Je pense que l'art, en fait, on a comme cette fausse conception que l'art, c'est dans les musées. Non, l'art est autour de nous. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit là, oui. C'est autour de nous, dans tout ce qui nous entoure. Donc, il ne faut pas attendre les vacances pour aller en Europe, pour prendre notre dose de musée. On les voit chaque jour. Même les noms des rues, ou l'architecture des bâtiments, ou les quartiers, ça parle d'une époque, d'une culture, d'une civilisation. Donc, il ne faut pas négliger ce qui nous entoure. Je pense que la rue ou le quartier le plus laid, il y a une grande quantité de beauté et d'art, vraiment. Une maison ou un jardin ou même un banc, tu t'assois, un arrêt public. Il y a une histoire derrière ça aussi. Il y a une histoire, oui. Et la quantité d'histoire qui se cache, par exemple, simplement dans les noms des rues. Si tu fais comme une sondage, je donne parfois aux élèves le test d'aller prendre des noms quelconques de rues et aller chercher des informations sur les personnes qui mon Dieu, c'est important. Et comment tu arrives justement à faire ton écriture et puis aussi comme enseignante, comment tu arrives à jongler avec ça? C'est devenu, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de, vraiment, c'était un workaholic, donc je travaille beaucoup, je travaille tout le temps, je n'ai pas de vacances. Non. Depuis que je suis ici, j'ai pas besoin de vacances. Je déteste les vacances, je déteste les vacances. J'aime pas l'idée de prendre repos, je prends jamais de repos, juste quand je dors. Donc, oui, le jour le jour je travaille, mais aussi j'ai les vacances. Comme enseignant, je suis quand même gâtée d'avoir 2 mois de vacances. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent bénéficier de ce répit de 2 mois quand tu peux faire ce que tu veux. Pendant l'année scolaire, je lis plus. En fin de semaine, je trouve vraiment la balance entre le ménage et tout ça, et puis quelques livres la vie quotidienne. La vie quotidienne, les achats et tout, la famille, les enfants. Mais mes projets d'écriture se développent surtout pendant les vacances. L'hiver, par exemple, maintenant, j'ai hâte de finir l'école pour avoir les 2 semaines de vacances lorsque je peux vraiment lire du matin au soir. Je ne compte pas partir nulle part pour les vacances. Je fête chez moi en pyjama pour avoir comme la pile de livres. Mais les gros projets d'écriture, en fait, ça se fait pendant l'été, puis pendant l'année aussi, je corrige, je révise, je prends jamais de pause, en fait. Aïe, 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 Félicia, je vais vous lire ton prochain. Bon, c'est très intéressant. On doit partir à la pause, mais on va revenir tantôt.